Dans la vie politique française, certaines alliances se construisent sous les projecteurs, dans les meetings, les campagnes électorales, les débats télévisés et les grandes batailles parlementaires. D'autres, plus silencieuses, se forment dans les coulisses, à l'abri des caméras, au cœur des stratégies, des confidences, des choix de communication et des décisions qui façonnent une carrière. Entre Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou, c'est précisément cette frontière entre le politique, le personnel et le médiatique qui, depuis des années, alimente les conversations, les interrogations et les rumeurs. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme politique comme les autres. Figure centrale de la gauche radicale française, tribun redoutable, orateur passionné, ancien sénateur, ancien ministre, député européen, candidat à plusieurs élections présidentielles, il a bâti sa trajectoire sur une parole forte, parfois brutale, souvent spectaculaire. Il aime le combat frontal, la polémique assumée, le rapport direct au peuple. À ses côtés, Sofia Chikirou s'est imposée progressivement comme une figure incontournable de son univers politique. Longtemps connue des initiés avant de devenir elle-même députée, elle a été associée aux grandes campagnes de communication de Jean-Luc Mélenchon, à son image publique, à ses innovations médiatiques et à l'identité numérique de la France insoumise. C'est cette proximité qui a nourri, au fil du temps, une question insistante. Quelle est la vraie nature du lien entre Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou ? Simple collaboration politique, amitié profonde, relation de confiance exceptionnelle ou davantage? La réponse, elle, n'a jamais été aussi simple que les titres sensationnels voudraient le laisser croire. Car dans ce dossier, chaque mot compte, chaque silence est interprété, chaque apparition commune devient un indice, chaque démenti relance paradoxalement la curiosité. Lorsque les premières rumeurs prennent de l'ampleur, elles ne naissent pas dans un vide. Sofia Chikirou n'est pas une inconnue surgie soudainement dans l'entourage du leader insoumis. Elle a travaillé sur la communication de ses campagnes. Elle a participé à la construction d'une méthode politique moderne, agressive, très maîtrisée, où les réseaux sociaux, les images fortes, les slogans et les dispositifs innovants occupent une place centrale. Elle connaît les codes de la bataille médiatique. Elle comprend l'importance du récit. Elle sait qu'en politique, ce que l'on montre compte parfois autant que ce que l'on dit. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette compétence est précieuse. Depuis longtemps, il refuse de dépendre totalement des grands médias traditionnels. Il préfère contourner, créer ses propres canaux, parler directement à ses sympathisants, imposer ses mots plutôt que subir ceux de ses adversaires. Sofia Chikirou apparaît alors comme une alliée stratégique. Elle n'est pas seulement une communicante, elle devient, aux yeux de beaucoup, l'une des personnes capables de traduire la pensée mélenchoniste en images, en slogans, en campagnes et en dispositifs efficaces. Mais plus une collaboration devient centrale, plus elle attire les regards. Dans les partis politiques, les relations d'influence fascinent toujours. Qui conseille réellement le chef? Qui peut lui parler franchement? Qui décide de la ligne? Qui intervient dans les moments de crise? Qui est écouté quand les autres sont mis à distance? Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, personnalité réputée indépendante, parfois solitaire, souvent méfiante envers les appareils traditionnels, la place accordée à Sofia Chikirou a forcément suscité des commentaires. Le problème, c'est que la politique française adore transformer les questions de pouvoir en questions d'intimité. Lorsqu'une femme occupe une place importante auprès d'un homme politique puissant, elle est rarement décrite seulement comme stratège, conseillère ou responsable. On cherche presque toujours à savoir si elle est plus que cela. Cette mécanique n'est pas nouvelle. Elle révèle autant la curiosité médiatique que les résistances persistantes face aux femmes d'influence. Sofia Chikirou, souvent présentée comme directe combative, parfois redoutée, n'a pas échappé à cette logique. Les rumeurs se sont donc installées. Elles ont circulé dans les couloirs politiques, dans les rédactions, sur les réseaux sociaux, puis dans certains articles. Elles ont pris la forme d'une question répétée. Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou forment-ils un couple? Pendant longtemps, cette question est restée suspendue, alimentée par les sous-entendus, les observations, les interprétations. Puis Jean-Luc Mélenchon a réagi publiquement, notamment lorsqu'il a dénoncé ce qu'il considérait comme une intrusion inacceptable dans sa vie privée. Sa ligne de défense est claire, la vie personnelle ne doit pas devenir une arme politique. Et sur ce point, il touche une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller lorsqu'on enquête sur un responsable public? À quel moment une relation privée devient-elle un sujet d'intérêt général? Si une personne proche d'un leader politique joue un rôle dans une campagne, dans une organisation ou dans des décisions financières, les journalistes peuvent s'interroger sur les liens d'influence. Mais cela ne signifie pas que tout, absolument tout, doit être exposé ou transformé en spectacle. C'est précisément là que l'affaire devient complexe. Car Sofia Chikirou n'est pas seulement évoquée comme une possible proche personnelle de Jean-Luc Mélenchon. Elle est aussi une actrice politique, une élue, une ancienne responsable de communication, une figure liée à plusieurs épisodes importants de la France insoumise. Son rôle public rend légitime l'analyse de son influence.
Mais sa vie privée, elle, ne peut être traitée comme une certitude sans preuve ni déclaration claire des intéressés. Dans cette tension, Jean-Luc Mélenchon a adopté une posture offensive. Il n'a pas simplement ignoré les rumeurs, il les a dénoncées. Il a parlé d'attaques, de méthodes indignes, d'une volonté de salir. À ses yeux, évoquer une relation supposée avec Sofia Chikirou revenait moins à informer qu'à détourner l'attention des vrais sujets politiques. Les inégalités sociales, les retraites, le pouvoir d'achat, l'écologie, la démocratie, la place du peuple dans les institutions. Cette réaction correspond à son tempérament politique. Mélenchon ne se contente jamais de répondre défensivement. Il transforme l'accusation en procès contre le système médiatique. Il ne dit pas seulement « ce n'est pas vrai » ou « cela ne vous regarde pas ». Il accuse ses adversaires de chercher à l'abattre, de fouiller dans sa vie, de fabriquer un récit destiné à discréditer son mouvement. Pour ses partisans, cette colère confirme qu'il est victime d'une campagne de déstabilisation. Pour ses détracteurs, elle alimente au contraire l'idée qu'il cherche à éviter certaines questions. Sofia Chikirou, de son côté, est souvent décrite comme une femme qui ne se laisse pas facilement intimider. Son parcours politique est marqué par une capacité à affronter les attaques, à répondre frontalement, à défendre sa place dans un environnement dur. Elle appartient à cette génération de responsables politiques pour qui la communication n'est pas un simple accessoire, mais le cœur même de la bataille. Dans l'univers insoumis, où chaque mot peut devenir un slogan et chaque polémique un moment de mobilisation, elle a occupé une position stratégique. Il serait pourtant trop facile de réduire Sofia Chikirou à son lien avec Jean-Luc Mélenchon. Ce serait même une erreur journalistique. Elle a son propre parcours, ses propres ambitions, ses propres réseaux, ses propres combats. Elle est devenue une personnalité politique à part entière, avec ses soutiens et ses opposants. La réduire à une femme de l'ombre ou à une simple proche de Mélenchon reviendrait à ignorer une partie de son rôle réel. Mais il est également impossible de comprendre sa notoriété sans évoquer cette proximité qui, depuis des années, intrigue autant qu'elle agace. Au fond, ce qui fascine dans cette histoire, ce n'était pas seulement la question sentimentale. C'est le mélange explosif entre pouvoir, fidélité, influence et secret. Dans tous les mouvements politiques, il existe un cercle rapproché autour du chef. Ce cercle décide parfois de l'accès, filtre les informations, protège le leader, organise les ripostes, choisit les priorités. À la France insoumise, mouvement fortement incarné par Jean-Luc Mélenchon, cette question du premier cercle prend une importance particulière. Qui appartient réellement au cœur du dispositif? Qui peut contredire le chef? Qui peut orienter ses décisions? C'est dans ce contexte que le nom de Sofia Chikirou revient sans cesse. Pour certains, elle incarne une compétence rare, celle d'avoir compris avant beaucoup d'autres comment imposer une parole politique dans un monde saturé d'images. Pour d'autres, elle symbolise une concentration excessive du pouvoir autour d'un petit groupe. Entre admiration et méfiance, son image reste clivante. Jean-Luc Mélenchon, lui, sait que le sujet est dangereux. S'il parle trop, il nourrit la machine médiatique. S'il se tait, il laisse prospérer les spéculations. S'il s'emporte, ses adversaires y voient un aveu de malaise. S'il répond froidement, ses partisans peuvent y voir une concession au jeu médiatique. Dans cette affaire, chaque option a un coût. C'est pourquoi l'expression « il a enfin pris la parole » doit être comprise avec prudence. Jean-Luc Mélenchon n'a pas livré une confession intime comme le feraient certaines célébrités dans un magazine People. Il n'a pas ouvert son cœur dans une mise en scène romantique. Il a surtout réaffirmé, à sa manière, une frontière. Sa vie privée n'appartient pas au tribunal médiatique. Et cette prise de parole, même sans révélation spectaculaire, dit beaucoup de sa façon de concevoir la politique. Car Mélenchon veut être jugé sur son programme, ses combats, ses discours, son rôle dans la recomposition de la gauche. Il refuse que son image soit dominée par une question personnelle. Pourtant, dans l'époque actuelle, cette séparation devient de plus en plus difficile. Les responsables politiques vivent sous une surveillance permanente. Les réseaux sociaux amplifient tout. Les photos, les déplacements, les gestes, les regards, les soutiens publics deviennent des objets d'interprétation collective. Le privé et le public se mélangent jusqu'à devenir presque indissociables. L'histoire Mélenchon-Chikirou est donc moins une simple rumeur de couple qu'un révélateur. Elle révèle la curiosité du public pour les coulisses du pouvoir. Elle révèle la difficulté, pour une femme politique influente, d'être reconnue autrement que par son lien supposé avec un homme. Elle révèle aussi la stratégie de Mélenchon face aux attaques, ne jamais reculer, dénoncer le système, transformer une question personnelle en débat politique. Et pourtant, malgré les démentis, malgré les colères, malgré les explications, le mystère demeure dans l'opinion. Pourquoi ? Parce que la politique adore les zones grises. Les certitudes sont vite oubliées. Les ambiguïtés, elles, durent. Une relation clairement définie ferme le débat. Une relation entourée de silence, de démentis, de proximité professionnelle et de tensions médiatiques le prolonge indéfiniment.
Ainsi, après de nombreuses rumeurs, ce que Jean-Luc Mélenchon a finalement laissé entendre n'est pas une confession sentimentale, mais une déclaration de principe. Il refuse que sa vie personnelle soit utilisée comme une arme contre son combat politique. Pour ses soutiens, cette position est légitime. Pour ses adversaires, elle ne suffit pas à dissiper toutes les interrogations sur l'influence de Sofia Chikirou. Et pour les observateurs, elle ouvre une question plus large. Dans une démocratie moderne, peut-on encore séparer totalement l'intime du politique ? Cette question nous conduit au cœur du deuxième chapitre. L'ascension de Sofia Chikirou, son rôle dans la machine insoumise et la manière dont sa relation politique avec Jean-Luc Mélenchon est devenue l'un des sujets les plus commentés de la gauche française. Pour comprendre pourquoi la relation entre Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou intrigue autant, il faut d'abord comprendre ce que représente Sofia Chikirou dans l'écosystème insoumis. Elle n'est pas seulement une collaboratrice passée par une campagne. Elle incarne une manière de faire de la politique, rapide, offensive, numérique, visuelle, centralisée. Dans l'univers de Jean-Luc Mélenchon, où la parole est une arme et l'image un champ de bataille, une telle compétence vaut de l'or. La communication politique moderne n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Autrefois, un parti se contentait d'affiches, de tracts, de passages télévisés et de meetings. Aujourd'hui, chaque séquence doit être pensée pour circuler sur les réseaux sociaux, être découpée, commentée, reprise, détournée, amplifiée. Jean-Luc Mélenchon l'a compris très tôt. Il a cherché à construire une relation directe avec son public sans passer uniquement par les journalistes. Il a développé une présence numérique forte, des vidéos, des formats pédagogiques, des campagnes visuelles et des dispositifs spectaculaires. Sofia Chikirou s'inscrit dans cette transformation. Son rôle n'a pas seulement consisté à accompagner un candidat, il a contribué à façonner une marque politique. Mélenchon n'est pas seulement un responsable public, il est devenu un personnage politique reconnaissable, avec un ton, un style, des codes, une esthétique, une dramaturgie. Derrière cette construction, il y a des équipes, des choix, des intuitions. Et Sofia Chikirou a souvent été associée à cette architecture médiatique. C'est précisément cette proximité stratégique qui a nourri la question de son influence. Dans un mouvement politique classique, les responsabilités sont souvent réparties entre plusieurs instances, partis, bureau national, élus, porte-parole, groupes parlementaires. À la France insoumise, la logique est différente. Le mouvement s'est construit autour d'un leader charismatique, d'une plateforme, d'une base militante, d'une stratégie de rupture. Dans ce type d'organisation, le cercle rapproché prend une importance considérable. Ceux qui ont accès au leader ont parfois plus de poids que ceux qui occupent officiellement des fonctions visibles. Sofia Chikirou apparaît alors comme l'une de ces figures dont l'influence dépasse parfois le titre exact. C'est ce qui fascine et ce qui inquiète. Fascine parce qu'elle semble avoir su gagner la confiance d'un homme politique réputé, difficile à conseiller. Inquiète parce que dans tout mouvement très personnalisé, la question de la transparence interne finit par se poser. Qui décide réellement ? Qui arbitre les désaccords ? Qui protège le chef ? Qui écarte les voix dissidentes ? Autour de Jean-Luc Mélenchon, la loyauté a toujours été une valeur essentielle. Ses proches le décrivent de souvent comme un homme exigeant, passionné, entièrement engagé dans son combat. Ses adversaires internes ou externes le présentent parfois comme un chef autoritaire, peu tolérant envers la contradiction. Dans ce climat, Sofia Chikirou est perçue par certains comme une gardienne du temple, une personne capable de défendre la ligne sans trembler, de riposter violemment aux attaques, de maintenir la cohérence du récit insoumis. Cette réputation a un prix. Plus une personne est influente, plus elle devient une cible. Sofia Chikirou a été critiquée pour son style, pour son rôle, pour sa proximité avec Mélenchon, pour son poids supposé dans les décisions. Les attaques viennent de la droite, du centre, mais aussi parfois de la gauche. Car au sein même de l'espace progressiste, la France insoumise divise. Certains admirent sa capacité de mobilisation populaire. D'autres dénoncent son fonctionnement interne, son rapport conflictuel aux médias, son ton radical, son rapport au pluralisme. Dans ce paysage, la relation Mélenchon-Chikirou devient un symbole. Elle n'est plus seulement une interrogation personnelle, elle devient une manière de parler du fonctionnement de LFI. Ceux qui veulent critiquer Mélenchon utilisent Sofia Chikirou comme preuve d'un pouvoir verrouillé. Ceux qui défendaient Mélenchon dénoncent au contraire une obsession médiatique sexiste et intrusive. Entre les deux camps, le débat devient presque impossible, car chacun voit dans cette histoire la confirmation de ce qu'il pensait déjà. La force de Jean-Luc Mélenchon a toujours été de transformer les attaques personnelles en affrontements idéologiques. Quand on lui reproche son tempérament, il parle de lutte des classes. Quand on l'accuse d'excès, il dénonce la violence sociale du système. Quand on évoque son entourage, il répond par la critique des médias et des puissants. Cette méthode fonctionne auprès d'une partie de son public, car elle donne le sentiment que chaque polémique contre lui n'est qu'un épisode d'une guerre plus vaste entre le peuple et les élites. Mais cette stratégie a aussi ses limites.
À force de tout ramener à l'affrontement politique, elle peut donner l'impression d'éviter certaines questions concrètes. Les citoyens ont le droit de s'interroger sur les mécanismes d'influence autour d'un responsable qui aspire à gouverner. Ils ont le droit de vouloir comprendre comment sont prises les décisions dans un mouvement politique majeur. La difficulté est de poser ces questions sans basculer dans le voyeurisme. C'est là que le cas de Sofia Chikirou devient particulièrement délicat. Si l'on parle d'elle uniquement comme d'une supposée compagne, on l'efface politiquement. Si l'on refuse de parler de son influence au nom de la vie privée, on évite un vrai sujet public. Il faut donc tenir les deux exigences, respecter l'intimité, mais analyser le pouvoir. Dans le récit médiatique, Sofia Chikirou est souvent présentée comme une femme dure, stratège, combative. Cette image peut être flatteuse ou accusatrice selon l'intention de celui qui l'emploie. Dans un milieu politique dominé par les hommes, une femme qui exerce de l'autorité est facilement décrite comme excessive. Là où un homme serait qualifié de déterminé, elle peut être qualifiée d'autoritaire. Là où un homme serait vu comme loyal, elle peut être décrite comme dépendante ou manipulatrice. Cette différence de traitement doit être prise au sérieux. Mais il serait également simpliste de dire que toutes les critiques contre Sofia Chikirou relèvent du sexisme. Certaines portent sur des faits politiques, des méthodes, des choix de communication, des conflits internes, des affaires judiciaires ou financières liées à des campagnes. Ces sujets doivent de pouvoir être examinés. La question est de savoir comment les traiter sans les mélanger artificiellement avec une rumeur sentimentale. Jean-Luc Mélenchon, lui, a compris que Sofia Chikirou concentrait une partie des attaques contre son mouvement. En la défendant, il défend aussi son propre système. En dénonçant les rumeurs, il protège l'idée que son entourage politique ne doit pas être jugé selon les codes du people. Mais en même temps, cette défense renforce l'impression d'une relation de confiance exceptionnelle. Et c'est ce paradoxe qui maintient le sujet vivant. Plus Mélenchon affirme que la question est indigne, plus certains médias y voient une zone sensible. Plus il refuse d'entrer dans les détails, plus les spéculations se prolongent. Plus Sofia Chikirou gagne en visibilité politique, plus sa proximité passée et présente avec lui est commentée. C'est une mécanique presque impossible à arrêter. Au-delà des personnes, cette histoire raconte aussi l'évolution de la politique française. Les responsables publics ne sont plus seulement jugés sur leur programme. Ils sont scrutés dans leur entourage, leur personnalité, leurs émotions, leur fidélité, leurs contradictions. Le public veut comprendre non seulement ce qu'ils proposent, mais aussi qui les influence, qui les accompagne, qui partagent leurs combats. Cette exigence peut être démocratique lorsqu'elle vise la transparence du pouvoir. Elle peut devenir malsaine lorsqu'elle bascule dans l'obsession intime. Dans le cas Mélenchon-Chikirou, les deux dimensions se mélangent constamment. D'un côté, il existe un vrai sujet politique. L'influence d'une responsable de communication devenue élue, son rôle dans la stratégie insoumise, sa place dans le premier cercle. De l'autre, il existe une curiosité people. Sont-ils ou non en couple ? Cette seconde question absorbe souvent la première, au risque d'appauvrir le débat. C'est pourquoi un article sérieux doit éviter deux pièges. Le premier serait de faire croire à une révélation définitive là où il n'existe pas de confirmation publique claire et récente. Le second serait de nier l'importance politique de Sofia Chikirou sous prétexte que le sujet est sensible. La bonne approche consiste à dire ceci. Ce qui est établi, c'est une proximité politique forte, ancienne et influente. Ce qui relève de la vie privée doit rester traité avec prudence. Cette prudence n'empêche pas de raconter le climat, car le climat, lui, est réel. Les rumeurs ont pesé sur l'image des deux personnalités. Elles ont nourri des articles, des conversations, des attaques. Elles ont parfois servi à décrédibiliser Sofia Chikirou en la ramenant à un statut relationnel. Elles ont aussi servi à interroger le fonctionnement de LFI. Elles ont obligé Jean-Luc Mélenchon à réagir, parfois avec colère, parfois avec ironie, toujours avec cette volonté de reprendre le contrôle du récit. Et c'est peut-être là le point central, Mélenchon ne supporte pas que d'autres écrivent son histoire à sa place. Toute sa carrière est une lutte pour imposer ses mots. Il refuse les étiquettes qu'on lui colle, il refuse les procès médiatiques, il refuse les récits qui le réduisent à une caricature. Face aux rumeurs sur Sofia Chikirou, il adopte la même méthode, contester le cadre, dénoncer l'intention, déplacer le débat. Mais le public, lui, reste partagé. Une partie considère que cette affaire ne regarde personne. Une autre estime qu'elle éclaire les rapports de pouvoir internes. Une autre encore y voit simplement un feuilleton politique, mélange d'intrigues, de secrets et de rivalités. Dans tous les cas, la question continue d'exister parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain. La manière dont les grandes ambitions politiques se construisent rarement seules. Aucun leader n'avance sans cercle de confiance. Aucun mouvement ne se développe sans stratège. Aucun discours public n'existe sans coulisses. Sofia Chikirou fait partie de ces coulisses devenues visibles.
Et lorsque les coulisses apparaissent, elles dérangent toujours un peu car elles rappellent que la politique n'est pas seulement faite d'idées, mais aussi de relations, de fidélité, de protection, de tensions et parfois de secrets. Après de nombreuses rumeurs, le public attendait une phrase simple, presque brutale, « oui » ou « non ». Oui, Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou entretiennent-ils une relation personnelle ? Non, tout cela n'est-il qu'une construction médiatique, mais la politique ne fonctionne presque jamais avec des réponses aussi nettes, surtout lorsqu'il s'agit de la frontière entre l'intime et le pouvoir. Ce que Jean-Luc Mélenchon a livré au fil de ses prises de parole, ce n'est pas une confession sentimentale. C'est une défense politique de son droit au silence. Et ce silence, justement, parle beaucoup. Il dit d'abord que Mélenchon refuse le piège du feuilleton. Il sait qu'une réponse trop précise deviendrait immédiatement un titre, puis un débat, puis une nouvelle polémique. Il sait que les réseaux sociaux découperaient ces mots, que ses adversaires les utiliseraient, que ses soutiens devraient d'aller commenter. Il sait aussi qu'en répondant sur le terrain de l'intime, il accepterait implicitement que ce terrain soit légitime. Or, toute sa stratégie consiste à dire « ce n'est pas là que doit se jouer la politique ». Pour lui, la vraie question n'est pas qui partage sa vie, mais qui détient le pouvoir, qui profite du système, qui paie le prix des politiques néolibérales, qui défend les classes populaires. En ramenant toujours le débat vers ces thèmes, Mélenchon reste fidèle à son personnage public. Il refuse la personnalisation intime, mais il accepte volontiers la personnalisation politique. Il veut bien être un symbole, un tribun, une cible idéologique. Il refuse d'être un personnage de roman sentimental. Pourtant, cette position ne suffit pas à éteindre la curiosité. Car dans l'imaginaire public, la politique est aussi une affaire de caractère. Les citoyens veulent savoir qui est l'homme derrière le discours. Ils veulent comprendre les fidélités qui l'entourent. Ils veulent savoir si ceux qui l'accompagnent le conseillent, le protègent, l'influencent ou le contredisent. Et lorsqu'une personne comme Sofia Chikirou semble occuper une place centrale, l'interrogation devient presque inévitable. La question est donc moins sentimentale que politique. Sofia Chikirou a-t-elle joué un rôle déterminant dans la trajectoire récente de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise ? À cette question, la réponse est beaucoup plus solide. Oui, elle a été une figure importante de la communication et de l'environnement politique insoumis. Mais cela ne donne pas automatiquement le droit de transformer sa vie privée en spectacle. C'est toute la nuance. Mélenchon veut imposer cette nuance, mais la nuance résiste mal à l'époque. Les réseaux sociaux préfèrent les certitudes rapides. Les titres préfèrent les révélations. Les adversaires préfèrent les angles qui blessent. Les partisans préfèrent parfois les explications qui absolvent. Entre ces forces opposées, la vérité complexe peine à trouver sa place. Ce que l'affaire révèle aussi, c'est la solitude du leadership. Plus un responsable politique monte haut, plus son cercle se rétrécit. Les alliances deviennent des fragiles. Les amis d'hier peuvent devenir des critiques. Les compagnons de route peuvent prendre leur distance. Les désaccords idéologiques se transforment en ruptures personnelles. Dans ce contexte, ceux qui restent fidèles acquièrent une importance immense. Sofia Chikirou y apparaît aux yeux de nombreux observateurs comme l'une de ces fidélités solides autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais la loyauté, en politique, est toujours ambivalente. Elle peut être une force car elle permet de tenir dans les tempêtes. Elle peut aussi devenir un problème si elle ferme le débat, si elle protège trop le chef, si elle empêche la contradiction. C'est pourquoi les critiques de LFI reviennent souvent sur le fonctionnement interne du mouvement. Ils ne parlent pas seulement de Sofia Chikirou, ils parlent d'un système de fidélité autour de Mélenchon. Pour les insoumis convaincus, ces critiques sont injustes. Ils rappellent que la France insoumise a réussi à imposer des thèmes majeurs dans le débat national. La retraite, la pauvreté, l'écologie populaire, la critique de la monarchie présidentielle, la défense des services publics, la dénonciation des violences sociales. Ils estiment que les attaques sur l'entourage de Mélenchon servent à masquer la force de ce programme. À leurs yeux, Sofia Chikirou est visée parce qu'elle a contribué à rendre Mélenchon plus efficace, plus visible, plus dangereux pour ses adversaires. Pour les détracteurs, au contraire, le sujet est révélateur d'un mouvement trop centralisé, trop dépendant d'un chef et de son premier cercle. Ils estiment que l'influence de Sofia Chikirou mérite d'être examinée parce qu'elle touche à la manière dont une force politique importante fonctionne. Ils ne veulent pas seulement connaître une histoire personnelle, ils veulent comprendre une architecture de pouvoir. Entre ces deux lectures, Mélenchon tente de tracer une ligne. Critiquez mes idées, critiquez mes votes, critiquez mes discours, mais ne transformez pas ma vie privée en terrain d'attaque. Cette ligne peut sembler légitime, mais elle est difficile à maintenir lorsque l'intime supposé croise le politique réel. Et c'est précisément ce croisement qui rend l'affaire durable. La prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, si on la lit attentivement, n'est donc pas une révélation, mais une mise au point. Il ne donne pas au public le récit qu'il attend. Il ne confirme pas le roman. Il ne nourrit pas la curiosité. Il rappelle une frontière.
Il dit, en substance, « Ce que je suis politiquement ne vous autorise pas à tout exiger de moi personnellement ». Cette phrase implicite est importante. Dans une démocratie, les responsables publics doivent rendre des comptes. Mais rendre des comptes ne signifie pas renoncer à toute intimité. Le contrôle démocratique doit porter sur les décisions, les financements, les responsabilités, les conflits d'intérêts éventuels, l'usage du pouvoir. Il ne doit pas devenir une curiosité sans limite pour les sentiments, les habitudes ou les liens personnels lorsqu'ils ne changent pas l'intérêt public. Mais la difficulté est de définir ce fameux intérêt public. Dans le cas de Sofia Chikirou, certains diront que son rôle politique rend la question légitime. D'autres répondront que ce rôle peut être analysé sans spéculer sur une relation intime. Et c'est probablement la position la plus responsable. Parler de son influence, de son parcours, de sa place dans LFI, sans affirmer ce qui n'a pas été clairement confirmé. Ainsi, le titre « Jean-Luc Mélenchon a enfin pris la parole sur sa relation avec Sofia Chikirou » doit être compris comme une entrée dramatique dans un sujet complexe et non comme l'annonce d'un aveu amoureux. Ce qu'il a vraiment mis sur la table, c'est le refus d'une confusion entre vie privée et combat politique. Ce refus, cependant, ne ferme pas tous les débats. Il en ouvre même un plus grand. Comment parler des proches d'un leader sans tomber dans la rumeur? Comment enquêter sur l'influence sans humilier les personnes? Comment informer sans transformer la politique en spectacle? Cette affaire rappelle aussi que Sofia Chikirou est devenue un personnage public à part entière. Elle ne peut plus être seulement décrite comme une silhouette dans l'ombre de Mélenchon. Elle a désormais son propre rôle, ses propres responsabilités, ses propres controverses, ses propres ambitions. La regarder uniquement à travers le prisme d'une relation supposée serait injuste. Mais ignorer son importance dans l'univers mélenchoniste serait naïf. Au fond, le lien Mélenchon-Chikirou fascine parce qu'il réunit tous les ingrédients d'un récit politique puissant. Un leader charismatique, une stratège influente, un mouvement contestataire, des rumeurs persistantes, des médias accusés de franchir la ligne, des adversaires qui exploitent le moindre flou, des partisans qui dénoncent l'acharnement. C'est une histoire où chacun projette ses propres convictions. Les soutiens de Mélenchon y voient une preuve supplémentaire de la violence médiatique contre un homme qui dérange. Ses opposants y voient l'illustration d'un système opaque. Les observateurs plus prudents y voient surtout un cas d'école sur les limites du journalisme politique contemporain. Et Jean-Luc Mélenchon, dans tout cela, reste fidèle à lui-même. Il ne donne pas ce qu'on attend de lui. Il refuse la confession, il transforme la question en accusation contre ceux qui la posent. Il ne cherche pas à apaiser totalement, il cherche à reprendre le contrôle. C'est sa méthode depuis toujours, ne jamais subir le récit adverse. Mais cette méthode a un effet paradoxal. En refusant de répondre, comme les médias le souhaitent, il entretient parfois le mystère qu'il voudrait éteindre. En dénonçant la rumeur, il la remet au centre. En protégeant sa vie privée, il confirme qu'il existe une zone qu'il ne veut pas voir exposée. Cette contradiction n'est pas propre à lui. Elle touche tous les responsables publics confrontés à une curiosité intrusive. La conclusion la plus honnête est donc la suivante. Jean-Luc Mélenchon n'a pas avoué une relation sentimentale avec Sofia Chikirou. Il a surtout affirmé son refus de laisser les rumeurs définir son image. La proximité politique entre les deux est réelle, ancienne et importante. La nature intime de leur lien, elle, appartient aux intéressés, sauf élément public clairement établi. Le vrai sujet démocratique n'est pas de savoir ce qu'ils vivent en privé, mais de comprendre comment l'influence fonctionne dans un mouvement politique qui prétend transformer profondément la France. Et c'est peut-être cela, finalement, la terrible vérité derrière le bruit médiatique. Dans la politique moderne, le pouvoir ne se voit pas toujours dans les titres officiels. Il se cache parfois dans la confiance, dans les conseils, dans les fidélités, dans les stratégies de communication, dans les silences partagés et dans les batailles menées côte à côte. Sofia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon incarnent cette zone où l'histoire personnelle supposée et l'histoire politique réelle se croisent sans jamais se laisser totalement saisir. Alors, après tant de rumeurs, que faut-il retenir ? Non pas une confession, non pas une preuve spectaculaire, non pas un aveu romanesque, il faut retenir une leçon plus subtile. La politique est faite de programmes, mais aussi de liens humains. Elle se nourrit d'idées, mais aussi de confiance. Elle promet la transparence, mais conserve toujours des zones d'ombre. Et lorsque ces zones d'ombre entourent une figure aussi puissante que Jean-Luc Mélenchon et une personnalité aussi influente que Sofia Chikirou, elles deviennent inévitablement un objet de fascination nationale. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les coulisses de cette affaire, les rumeurs, les rapports de pouvoir et les non-dits de la vie politique française, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas des titres chocs. Nous allons derrière les apparences, nous séparons les faits des spéculations, nous analysons les stratégies, les silences et les contradictions des personnalités publiques.
Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle enquête, laissez votre avis en commentaire et dites-nous ce que vous pensez réellement de cette relation entre Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou. Simple alliance politique, fidélité stratégique ou mystère volontairement entretenu. Votre opinion compte et le débat ne fait que commencer.